Bonjour à vous, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes expert aéronautique et ancien pilote de chasse, parce qu'on va partir dans le ciel aujourd'hui avec des opérations dont on a peu parlé, mais qui sont particulièrement agressives. Depuis quelques jours, les tensions sont de plus en plus fortes entre la Lituanie et la Biélorussie. Ce qui nous fait nous poser la question, les ambitions de Vladimir Poutine passeraient-elles par les pays baltes? Il y a des tentatives de déstabilisation très récurrentes, et notamment, Brandon Warrett, notamment avec des ballons. Expliquez-nous. Effectivement, Bénédicte, d'ailleurs, il y a le gouvernement lituanien, avec notamment l'aéroport de Vilnius, qui a suspendu ses vols à 3 reprises cette semaine. Je vais vous montrer une vidéo, vous la voyez ici, des images nocturnes. On voit ce ballon en train de tomber progressivement sur le sol lituanien. Image partagée par le service de garde-frontière de la Lituanie il y a seulement quelques jours. Des images comme celle-ci, eh bien, on en voit énormément qui fleurissent ces dernières semaines, ces derniers mois en Lituanie. On en voit notamment juste ici. Alors, on ne connaît pas la localisation de ces ballons tombés pour ces images nocturnes. On en voit d'autres ici. Alors, on ne connaît pas non plus leur taille, leur poids, mais on s'imagine, parce que déjà, le gouvernement lituanien affirme que ces appareils, pardonnez-moi, ont été envoyés délibérément depuis la Biélorussie en direction du territoire lituanien, qui ont conduit donc la trajectoire de chaque vol de l'aéroport. Quand on les voit, on s'imagine la scène d'avoir un appareil comme celui-ci qui entrerait en collision avec un avion qui décolle ou qui atterrit. Cela pourrait provoquer des conséquences importantes. Donc, selon le gouvernement lituanien, envoyé depuis la Biélorussie en direction de la Lituanie, on voit d'ailleurs les deux aéroports les plus importants du pays, Kaunas et Vilnius, qui ont conduit à des incidents répétés ces dernières semaines. Et puis, on apprend quand même, parce que l'altitude, il volerait jusqu'à 10 km de hauteur, et il serait donc délibérément envoyé. Vilnius qui accuse Minsk de mener une guerre hybride contre la Lituanie. C'est la raison pour laquelle, avec ces incidents multipliés ces dernières semaines, que le gouvernement lituanien a décidé de déclencher l'état d'urgence sur l'ensemble de son territoire. Et ces ballons-là, c'était des ballons de contrebande, manifestement, qui livraient notamment des cigarettes. La problématique, c'est qu'on est effectivement sur des trajectoires d'avions civils. Bertrand Villemer, le risque, Brandon nous le disait, c'est quoi? C'est une collision. Il se passe quoi s'il y a un accident de ce type? Eh bien, si c'est confirmé et que ces ballons volent jusqu'à 10 000 mètres, c'est un petit peu gênant, puisque 10 000 mètres, c'est l'altitude de transit en moyenne des avions de ligne. Donc, si vous avez un ballon comme ça qui rentre dans un réacteur, l'avion n'aura plus qu'un seul moteur pour réagir, il faudra qu'il se pose. Et je ne parle pas des possibilités d'incendie. Évidemment. Donc, c'est un vrai problème, parce que ce n'est pas un drone qui fait 30 cm². Hein. C'est beaucoup plus important, c'est probablement beaucoup plus lourd. Et puis, il n'est pas exclu qu'il y ait des charges explosives à bord. Alors, c'est pris très... Oui, en plus, vous avez raison, c'est pris très au sérieux, notamment par Marc Routeux, qui a tweeté d'ailleurs un message en expliquant, évidemment, il ne s'agit pas que de faire de la contrebande de cigarettes. Il est inquiet, le secrétaire général de l'OTAN, l'OTAN qui se tient fermement aux côtés de la Lituanie, y compris par le biais de son opération de surveillance aérienne menée par l'Espagne et la Hongrie, ainsi qu'au travers des forces armées de l'alliance conduite par l'Allemagne. Vincent, la Lituanie est membre de l'OTAN, la Lituanie est membre de l'Union européenne. Mettre délibérément en danger l'aviation civile, est-ce que ça peut être considéré comme un acte de guerre ? Je vais plus loin, à quel moment on va décider que la guerre hybride est bien une guerre? Oui, mais malheureusement, là, ça n'apparaît pas quand même comme une posture agressive et offensive, puisqu'on a le prétexte de la contrebande, à laquelle je ne crois pas du tout d'ailleurs. Oui. Parce que monter des opérations de contrebande à travers donc des ballons, ce type de ballon, c'est totalement ubuesque, absurde, surtout sur une zone extrêmement surveillée et en situation de pré-guerre. Maintenant, ce sont des ballons, même s'ils volent très très haut, à 10 000 mètres en altitude, qui sont extrêmement, sont des objectifs très faciles à atteindre, notamment par la chasse. On se souvient pendant la Première Guerre mondiale que les aviateurs, à la fois allemands et français, s'acharnaient sur ce qu'on appelait les ballons captifs d'observation au-dessus du champ de bataille, très facilement. Donc, il faut procéder de la même manière. Maintenant, il reste, je pense, au service de sécurité à enquêter tout de même sur la provenance de ces ballons, sur le guidage de ces ballons, sur le pilotage donc à distance. Et si effectivement il est prouvé que ces ballons sont
contrôlés par des services de renseignement adverses à des fins de créer un climat d'insécurité dans les pays baltes, oui, il faut considérer ça comme une agression manifeste. Un climat d'insécurité et même en danger. Enfin, c'est-à-dire que là, on est obligé de clouer les avions au sol parce qu'on met en danger la vie des passagers. Oui. S'il y a des morts un jour, enfin, si un avion qui crache... Il y a 3 éléments. Il faut repérer, identifier et puis éventuellement neutraliser. Là, on repère, il n'y a pas de problème. Identification, on sait que ça vient de la Biélorussie, apparemment. C'est ce que disent en tout cas les autorités lituaniennes. Après, effectivement, c'est la finalité. Mais on est dans cet ensemble où on voit effectivement toutes ces attaques en dessous un petit peu du seuil, bien sûr, de la guerre, de l'entrée en guerre. Les drones, les ballons, etc. Les ballons, moi, ça me rappelle aussi notre histoire qui s'était passée aux États-Unis. Alors, c'est pas la même finalité. Mais il y avait un ballon chinois qui, je crois que c'était en février 2003, quelque chose comme ça, avait survolé. Et on avait retrouvé à l'intérieur, d'ailleurs, du matériel d'observation et d'espionnage. Oui, c'était de l'espionnage. Là, c'est pas forcément la même chose, effectivement, mais ça crée une gêne, ça crée un climat d'incertitude, ça oblige à une mobilisation des moyens aussi pour détecter ce genre. Et quand on fait ça, puis on voit mal un avion lâcher un missile à quelques centaines de milliers d'euros pour détruire aussi un ballon. Mais d'ailleurs, Bertrand Villemer, pardon, mais quand on est... alors vous étiez pilote de chasse, c'est différent, mais quand on est commandant de bord et qu'on voit un ballon, et comment on est protégé en fait dans un avion comment un avion est-il protégé alors qu'il est en vol, pas forcément à proximité d'un aéroport? Un avion de ligne, c'est un radar météo. Est-ce que le radar météo sera capable de capter ces ballons? Ça dépend de la taille du ballon. Et puis, l'avion de ligne, il est en contact avec des services de circulation aérienne au sol qui peuvent lui signifier, lui expliquer où se trouve le ballon et quelle manœuvre d'évitement il doit faire. Mais il y a un autre point qu'il faut souligner, c'est que à partir d'une certaine altitude, l'espace aérien, il est international. Il fait que c'est pas le cas à 10 km, c'est toujours national, si je puis dire. Mais s'il y a des ballons qui volent à 20 km, et c'était le cas des ballons chinois au-dessus des US, ils ont le droit. C'est pas bien de le faire, mais ils ont le droit. C'est pas un espace à 20 km au-dessus d'une base aérienne. C'est pas un espace aérien national, un espace aérien international. Et votre avis à vous là-dessus, justement, sur le fait que c'est manifestement, en tout cas, un acte agressif. Enfin, ça met en danger, effectivement, un certain nombre de populations. D'ailleurs, la Lituanie elle-même est en train de préparer un état d'urgence. Ça montre bien qu'elle a une petite inquiétude sur le sujet. Est-ce qu'il faut considérer ça comme un acte de guerre ou pas ? Il faut considérer ça comme ce que c'est-à-dire une démonstration de la part d'une puissance qui dira jamais son nom, bien sûr, et on aura beaucoup de mal à savoir qui, mais on se doute que c'est la Biélorussie ou la Russie, de la part d'une puissance qui veut nous signifier la chose suivante: je fais ce que je veux où je veux. Et alors j'envoie un drone à très basse altitude, au-dessus d'une base danoise, où j'envoie un drone en très haute altitude, au-dessus d'une base lituanienne. Mais ça veut dire que nous, on se contente d'être dans le défensif, alors ? On se contente d'être en défensif avec un point extrêmement important. J'ai effectivement entendu que l'important, c'est de détecter, identifier et de voir comment on va agir. Et pourquoi on n'agit pas? Pourquoi on a du mal à agir? Parce que soit on a du mal à détecter, soit on a du mal à identifier, mais aussi parce que si on décide de détruire le ballon, le ballon va tomber. Alors, mais on ne sait pas s'il y a une charge explosive sur ce ballon. Oui, bien sûr. C'est comme les drones. On sait que ça peut faire des dégâts aussi au sol. Oui, bien sûr. Exactement, ça va faire une bombe. C'est pour ça que dans la plupart des cas, les autorités, même s'ils arrivent à les identifier, ne vont pas faire feu, quoi. Aline, on a souvent parlé, parce qu'on a beaucoup parlé des drones qui avaient fait fermer des aéroports, notamment beaucoup en Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne, on en reparlera avec Brandon tout à l'heure, mais ils ont fait une nouvelle unité d'intervention anti-drone qu'ils ont mis en place cette semaine, qui est assez costaud. Et du coup, j'ai oublié la question que je voulais vous poser, mais l'idée de se dire qu'on est effectivement, c'est pas que de l'intimidation, c'est pas que, c'est une arme, la désorganisation. On l'a beaucoup vu. Oui, d'autant que ça se couple quand même avec une menace létale sur les civils européens. C'est pas rien. Je pense par ailleurs à un incident où,
quand même une forte propension d'attribuer ça aux Russes, en tout cas pour les autorités polonaises, mais il y a eu une tentative de faire dérailler un train. Et donc c'est quand même, on est au-delà, l'expression... Moi je vous coupe, mais un homme qui est mort en Pologne lorsque, alors ce sont les Ukrainiens qui ont abattu un drone qui était entré dans les... La défense aérienne, mais la responsabilité, l'attribution, c'était le drone russe, bien sûr. Donc il y a des morts, il y a des tentatives d'incendie, même de tentatives d'assassinat. Je pense au président directeur général de l'industrie industrielle de Rheinmetall. Donc en fait, cette formulation de guerre hybride, elle est peut-être entendue, elle est quand même banalisée, et quelque part on a l'impression qu'il y a quelque chose d'assez plus doux. Mais en fait, il y a une vraie menace létale, parce que quand on écoute les Russes, quand on se plonge dans les méandres de la propagande russe, de ce qui est publié, de ce qui est dit, de ce qui est échangé, des audios que l'on peut récupérer entre les soldats, ils veulent nous détruire. Donc c'est des gens qui n'hésiteront pas, s'ils en ont l'occasion, avec une montée graduée, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du pervers, ils nous testent, mais ils n'hésiteront pas, s'ils le peuvent, à un moment donné, si on ne réagit pas, et la Lituanie a raison de déclencher l'état d'urgence, l'Allemagne par rapport au dispositif qu'on va développer, il y a raison, parce qu'il y a une urgence à répondre à ces tests auxquels, si on n'y répond pas, ils iront encore plus loin jusqu'à assassiner des gens. Est-ce qu'il faut qu'on attende que des gens meurent massivement? Je pense à un crash d'avion possible. Ils l'ont déjà fait avec le MH17 il y a plusieurs années. Ça fait 270 victimes. Tout à l'heure, dans le grand dossier, on sera avec Michel Duclos, qui est, on connaissait certainement de nom, qui est évidemment un très très grand expert de ces choses-là et qui travaille pour l'Institut Montaigne notamment. Juste pour vous le citer, parce que j'ai retrouvé il a fait une publication il y a quelques semaines où il dit, donc au nom de l'Institut Montaigne, nous retenons un scénario d'escalade progressive dans lequel la Russie engagerait d'abord des actions hybrides avant de recourir à des moyens conventionnels. Oui. Donc est-ce que, je vous pose la question qu'on a souvent posée, mais compte tenu de l'évolution de la situation et notamment autour des pays baltes, est-ce que effectivement il faut se contenter d'être dans le défensif, ne pas avoir de réponse très ferme et continuer de penser qu'une guerre hybride est une guerrounette, si j'ose dire? Bah non, et il faut répliquer de la même manière de notre côté, c'est-à-dire monter des opérations de subversion. Et on le fait pas? Malheureusement, je ne sais pas si, je ne sais pas si on peut en parler. Et puis de toute manière, je suis pas dans le secret des dieux, mais j'espère qu'on monte aussi des opérations de guerre hybride. Alors peut-être pas au niveau de celles que nous mènent les Russes, mais oui, on a les moyens nous aussi de monter des opérations d'entrave, de sabotage, de hacking, notamment en utilisant des proxys, des groupes tels Anonymous ou autres. On a vu un jeu vidéo d'ailleurs qui est hacké manifestement et qui a été interdit en Russie parce qu'il y avait des petits drapeaux ukrainiens qui apparaissaient sur les écrans. Voilà. Il y a eu une opération de cyberattaque ukrainienne hier d'une énorme entreprise qui correspond à 5000 entités industrielles qui s'occupe de toute la logistique à beaucoup d'endroits, y compris militaires, et qui s'occupe aussi de rapatrier les composants chinois qui sont normalement sous sanction. Le système était KO hier pour la journée des défenseurs ukrainiens. Le SBU le fait très bien, le SBU et le GOUR ukrainien, eux, le font très bien, avec énormément d'efficacité. Nous, on ne s'interdit pas de le faire, mais clairement, dans cette histoire de ballon, ce sont des opérations de subversion très claires. C'est tellement facile de mettre des cigarettes, en fait, dans une caisse sous le ballon, servant de prétexte, alors que, évidemment, ce sont des opérations pour gêner le trafic aérien et pour créer un climat d'incertitude. À partir du moment où le ballon est dirigé sur une trajectoire commune, d'ailleurs, de la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, donc les trois pays baltes, qui ont dit, très bien, puisque c'est comme ça, on envisage de démanteler la ligne ferroviaire, en fait, qui les lie avec la Russie et la Biélorussie, en disant, nous, ça va certainement peut-être nous impacter un peu, mais on va surtout taper dans la mobilité, et ça, c'est une arme. Puis on voit bien que derrière la Biélorussie, vous avez la Lituanie, vous avez Kaliningrad aussi. Oui. Donc on est aussi toujours pareil dans cette pensée russe de vouloir essayer de relier les deux. Alors, par contre, l'histoire des ballons, l'histoire des drones, on peut ajouter les câbles sous-marins aussi. Oui, en chaque Baltique. fois, donc cette guerre se développe sur les différents points, et effectivement, comme vous le dites très justement, on teste, voir comment on réagit. Et c'est bien effectivement de monter un peu en gamme au niveau de ce que fait la Lituanie aujourd'hui, en disant attention, il y a un moment donné, on déclare la d'urgence et on est très vigilant.